Nouvelle vidéo du GISO, donc syndicat de la maintenance. Aujourd'hui, on reçoit donc Fabrice Delage, qui est délégué central sur MRF. Et le sujet qu'on va aborder, c'est donc l'excellence opérationnelle, plus simplement pour nous, le chantier prime qu'il y a eu donc sur MRF l'année dernière. Bonjour Fabrice, merci à toi de t'être rendu disponible pour nous parler donc de ce dossier. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé en introduction de ce dossier et après je me permettrai de te poser quelques questions que j'ai préparées à l'avance, mais aussi que certains copains m'ont donné sur ce dossier donc de excellence opérationnelle dit chantier prime. Écoute, bonjour, merci de m'inviter sur cette question. En fait, pour revenir un petit peu en arrière, la direction nous a convoqués pour ce chantier prime, alors, ce chantier excellence opérationnelle RH, nous on l'appellera chantier prime pour que ce soit plus simple. En pleine période où on était en plein début de grosse inflation, en fait, la direction a décidé de revoir toutes les primes sur le département MRF. En fait, la direction, elle a créé un différentiel de rémunération qui allait créer un écart entre les anciens salariés et les nouveaux salariés dans les mêmes équipes. Donc en fait, on allait se retrouver avec des travailleurs qui font exactement le même travail, avec les mêmes horaires dans la même équipe, et qui allaient se retrouver avec deux salaires différents, non pas mensuels, mais en revanche avec ce différentiel de rémunération, si jamais il y avait un différentiel négatif. En fin d'année, les copains qui étaient déjà embauchés ont un différentiel de rémunération. Et donc ça crée en fait des salaires à deux vitesses, donc c'était plus travail égal, salaire égal. Et en plus, il y a des critères qui sont très restrictifs pour pouvoir toucher ce différentiel de rémunération. En fait, il faut le diviser sur les 12 mois de l'année, la somme globale. Alors, selon les équipes, ça peut monter à plusieurs centaines d'euros. Et à chaque fois qu'il y a une absence autre que les CA, RTT, HV qui sont neutralisés, donc tout ce qui est maladie, soins enfants, don du sang, on pourra en parler aussi, et ben on ne touche pas un 12e de ce différentiel de rémunération, ce qui fait qu'en réalité, il y a bien une perte de pouvoir d'achat pour une grande majorité en fait des travailleurs de MRF. Alors le maximum, je pense, du différentiel, ça peut être sur l'atelier de Sucy, l'équipe Bogie, il me semble, où là on peut monter à plusieurs centaines d'euros. Après, vraiment selon les activités, ça dépendait parce que c'est beaucoup de primes à l'acte. Donc quand tu as des primes avec des travaux salissants ou des travaux un peu particuliers, tu peux avoir des primes particulières qu'il n'y a pas partout. Donc c'est vraiment très disparate en fait selon les ateliers, mais on peut monter jusqu'à plusieurs centaines d'euros par an, et notamment sur l'atelier de Sucy. On a commencé d'abord, évidemment, quand on a été reçu par la direction, à faire des HIS un peu partout sur les ateliers pour pouvoir distiller l'information et montrer ce projet néfaste en fait à tous les salariés. De là, c'est plutôt la base qui a dit, nous, on n'en veut pas en fait de ce chantier prime. Et on a commencé à monter un peu le rapport de force. On a fait des rassemblements. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que dès le départ, la direction voulait revenir aussi sur les 10 points au titre de l'échelle spéciale. En fait, pour les gens qui travaillaient en 2-8, il fallait cumuler un tiers de repos décalé et un tiers d'horaire décalé. Et sur MRF, on avait les horaires, mais pas forcément les repos. Donc en fait, ils voulaient retirer ça. Et la première victoire qu'il y a eu grâce aux mobilisations, c'est déjà de maintenir en fait ces 10 points pour les 2-8 historiques, je vais dire. Et petit à petit, en fait, on a commencé à faire des rassemblements. On a eu des beaux rassemblements à Lyon-Bercy, notamment, où il y a eu des interpellations au niveau du CSE MRF, avec plusieurs centaines de camarades qui se sont réunis pour exprimer à la direction son mécontentement et rejeter ce chantier prime. Nous, les primes, on préfère que ce soit converti globalement en statutaire. C'est-à-dire qu'on veut se battre pour avoir des points et du statutaire, parce que les primes, on sait très bien que c'est quelque chose qu'on ne touchera pas forcément tous les mois, selon la situation de chacun. Donc déjà, à la CGT, on a une revendication qui est assez simple, c'est l'intégration de nos primes dans le salaire. Et d'ailleurs, on continuera à la porter même au-delà de ce chantier. Est-ce que tu en as parlé tout à l'heure, des dates clés justement de ce dossier? Donc tu as dit fin d'été, la première, on va dire, premier état des lieux. Est-ce qu'il y a d'autres dates justement qui parlent et qui vont parler aux copains? En fait, la première chose aussi qu'il y a eu dans les discussions, c'est qu'on a eu, on va dire avec une année d'avance, le différentiel de rémunération. C'est-à-dire qu'en fait, l'impact, on le voit pas tout de suite. C'est plutôt au bout d'un an, en fait, où on va voir les impacts qu'on aura eu avec les absences notamment, dont je vous parlais tout à l'heure, où on va commencer à pouvoir mesurer vraiment qui a perdu quoi au niveau de ses primes. Il me semble que justement, depuis la rentrée, sur le chantier prime, il y a déjà eu ou au moins des audiences, voire des alarmes sociales, ouais. Parce qu'il y a eu des problématiques que vous avez remontées sur certains secteurs. Tu peux... En fait, notamment, on en a encore là avec certains travailleurs de nuit, en fait, où on a des primes. Alors, ça devait soi-disant s'harmoniser et justement être beaucoup plus facile à gérer puisque plus de saisie manuelle. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a encore des secteurs où les primes ne s'incrémentent pas automatiquement. Et du coup, on a des copains qui ont des payes avec un déficit de primes. On est obligé de passer soit par des audiences, soit par des alarmes sociales.
sociales pour pouvoir aller régulariser la situation. Je veux dire, c'est souvent notre force, même quand on ne signe pas un protocole, on continue à le suivre. Exactement. Et on reste vigilant pour l'ensemble des copains. Je pense qu'on peut se valoriser de ce point-là. En fait, la direction, déjà, elle a fait un relevé de décision, parce qu'il n'y a pas eu la signature de ce chantier, donc il y a eu un relevé de décision avec un relevé de décision moins 10 ans par rapport à ce qui pouvait être proposé en cas de signature. Alors, je reviens pas sur le travail égal, salaire égal, qui était pour nous la grande ligne rouge de ce dossier. Et on doit se revoir, oui, normalement il y aura une plurie pour faire un point justement sur un point d'étape. Ouais. Sur le dossier JO, nous il est d'ailleurs ouvert à la signature jusqu'à aujourd'hui. On a un dossier qui nous a été présenté. Alors les JO évidemment, tout le monde le sait, c'est un événement planétaire qui va mobiliser énormément d'argent, notamment pour les partenaires de ces JO. Tels que les RATP également. Et nous, en fait, on est les dindons de la farce, en fait, sur cet événement. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement un gros impact, et notamment en matière de conditions de travail et de congés. On va avoir des taux d'absentisme maximum à 20%. Dans les ateliers aussi, on a des secteurs dans le préventif et correctif selon les ateliers où il va y avoir des gros impacts. On a en général à peu près, on arrive à faire 50% d'absentéisme juillet et août en moyenne. Et là, ça sera de toute façon maximum 33%. Et on a des ateliers qui vont avoir des gros impacts, notamment Auteuil aussi, sur la ligne 10. Où il va y avoir carrément pour eux un changement d'horaire en fait. Ils vont passer, ils sont en horaire mixte, ils vont passer en horaire du matin. Donc voilà, beaucoup d'impact sur ces JO pour des compensations qui pour nous en tout cas aujourd'hui sont pas à la hauteur. Juste aussi, alors on parle des JO du coup de la période juillet-août. Oui. Mais vous avez aussi des conséquences en amont et en aval de cette période. En fait, on a déjà des impacts puisqu'on a des préparations aux JO, notamment par exemple sur la ligne B, il y a des campagnes qui ont été instaurées pour la fiabilisation du matériel. Et puis sur les AMP, en fait, au début, la direction voulait pas traiter ce secteur-là en disant qu'ils n'étaient pas impactés, alors que c'est faux, puisque si les trains roulent plus, on sait très bien qu'en amont et en aval, on va aller déposer des organes, et donc il va y avoir aussi un impact qui sera peut-être moins direct sur l'événement en lui-même, mais en tout cas, il y aura une préparation et un après-JO pour eux, et donc ils sont complètement impactés, et tout l'ensemble des ateliers MRF est impacté par ce dossier. Et donc, pas de JO sans nous. Pas de JO sans nous, ouais. Sur les NAO, justement, donc les négociations annuelles obligatoires, il y a plusieurs revendications qui sont plutôt globales au niveau de la maintenance. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments qu'on porte sur ces négociations au niveau de la maintenance ? Nous, les NAO, c'est quelque chose qui est maintenant, je pense, connu de tous, mais on aime bien le rappeler quand même. Nous, on est sur une base revendicative d'au moins 50 points, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un curseur qui est assez simple à comprendre avec l'inflation. Alors déjà, on a eu l'austérité salariale sur l'ensemble de la RATP pendant plusieurs années. Et la maintenance, on est les plus bas salaires en fait de l'entreprise. On est talonné par le SMIC en fait. Et nous, la revendication, c'est 50 points sur l'ensemble des grilles de la maintenance. Et on va aller frapper à la porte de l'entreprise. Nous, les opérateurs non qualifiés, comme dire, en fait, c'est ceux qui ont le salaire le plus bas, qui ont souvent les tâches les plus ingrates aussi au niveau du travail, et en plus qui, dans le protocole déroulement de carrière qui a été signé, ont les délais de fourchette les plus longs. Donc c'est une triple injustice en fait. Et pour nous, c'est une population qui doit être revalorisée aussi et qui doit. C'est pour ça que les 50 points sur la grille, ça nous paraît cohérent parce que tout le monde est rehaussé en même temps et voilà, c'est une revendication forte sur le département MRF. Juste sans être technique, mais bon, 50 points, c'est environ 300 €. Et juste pour que les copains qui n'ont pas tous les éléments, un passage d'échelle, c'est en gros 10 points, c'est 60 €. C'est ça. Et pour les non qualifiés, il faut attendre des fois 5 ans. C'est ça. Pour avoir une augmentation de 60 € de plus par mois. L'attractivité pour nous, elle passe encore clairement par les salaires. C'est-à-dire que la direction nous a même pas présenté, en tout cas pas à nous dans les instances MRF, mais nous a parlé d'un benchmarking. Bon, à minima, ils nous disent qu'on est comme les autres. Si tu es comme les autres, déjà, t'attires pas plus que les autres. Et on pense encore que la question des salaires, on est dans le bassin d'emploi parisien, avec les loyers, avec tous les produits de consommation, tout ça a augmenté, a explosé pour tout le monde. Aujourd'hui, on pense que l'attractivité, elle passe aussi par le salaire, étant donné qu'en plus, nous, sur MRF, on a beaucoup d'horaires atypiques, ça se généralise partout, les 2-8 et la nuit, chaque fois qu'il y a une restructuration, on y passe. Et du coup, pour nous, la question clé, c'est les salaires. Une avant-dernière question, c'est... Donc, il y a beaucoup de prolongements de lignes, on le voit. En tant que voyageur, on est plutôt content. Il y a la 11, la 14 et d'autres qui arrivent. Les conséquences, justement, pour MRF ?
Les conséquences, souvent, donc c'est lié avec l'arrivée de nouveaux matériels et donc la rénovation ou reconstruction d'ateliers. Et systématiquement, en fait, la direction, elle investit un minimum avec Île-de-France Mobilité. Ils investissent un minimum dans les infrastructures, ce qui fait qu'en fait, ça flexibilise le personnel avec ses horaires, en fait. On va prendre par exemple l'exemple de Mitry, qui est le dernier atelier qui est sorti de terre sur la ligne B. Alors évidemment, c'est un plus pour la maintenance. C'est d'ailleurs une revendication de la CGT historique d'avoir un deuxième atelier sur cette ligne. Sauf que le début du projet, c'était 4 voies et au final, c'est 2 voies. Et avec l'arrivée des 2-8 et d'une équipe de nuit, alors qu'on aurait pu peut-être avec 4 voies maintenir des conditions de travail en horaire mixte pour tout le monde. Donc il y a un investissement minimum dans les infrastructures et on flexibilise encore toujours plus le personnel. Il faut participer aux HIS pour au moins avoir les informations et puis mettre en œuvre derrière des choses, aller chercher des revendications claires. Donc il faut évidemment assister aux HIS. On a plusieurs projets, comme tu le disais. Alors il y a des chaînes Bogie qui sont déjà en route à Sucy, et là il y a une chaîne essieux qui va être mise en route aussi. Tout ça, de toute façon, il faut pas se tromper. Il y a effectivement une rénovation des infrastructures, mais c'est bien lié. C'est pas on entend beaucoup parler de qualité de vie au travail, etc. C'est avant tout une adaptation des ateliers au nouveau matériel. Et avant de dire que c'est fait pour les salariés, c'est d'abord fait pour s'adapter et adapter les ateliers au nouveau matériel. Après, on a effectivement beaucoup de projets sur MRF, ça bouge beaucoup. On a aussi l'atelier de Vaugirard là qui est en pleine discussion sur les horaires. Avec à chaque fois, c'est toujours le même scénario. On vous présente plein de scénarios, mais de toute façon, tout ce qui vous est proposé, c'est entre le pire et le moins pire, parce que ça va dégrader l'équilibre vie privée, vie professionnelle avec l'arrivée de nouveaux horaires, parce que systématiquement, en fait, c'est ce que dans tous les travaux qu'on vient d'énumérer, systématiquement, il y a une remise en cause des horaires de travail et des conditions de travail. Et même si on pourrait se dire, par exemple, que sur la chaîne Bogie ou la chaîne Essieux, c'est plus moderne, en réalité, on s'aperçoit que c'est du travail aussi répétitif et que ça crée d'autres contraintes sur l'organisme et sur les. Enfin, c'est pas les mêmes contraintes, mais ça crée des contraintes quand même. Il y a un protocole aussi qui arrive là en début d'année. On est reçu le 17 janvier par la direction, donc sur le protocole maintenance. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle nous, qu'on a signé à chaque fois, sauf le dernier, oui. Parce qu'il n'allait pas aller assez loin et il n'y avait pas les mesures de raccordement qu'on aurait aimé avoir dans ce protocole. Est-ce que tu peux nous donner justement ton point de vue sur celui-ci et un peu les grandes lignes, les grandes demandes qu'on a au niveau de la maintenance et de MRF? Nous, sur ce protocole, c'est assez simple. Déjà, on a une première date. La direction, elle nous reçoit le 17 janvier pour nous présenter un petit peu les choses sur ce nouveau protocole déroulement de carrière opérateur. Nous, on le disait tout à l'heure, la question des salaires, elle est prioritaire aujourd'hui. Et pour nous, ce nouveau protocole, il doit gommer toutes les injustices qu'il y a, notamment entre les différentes catégories d'opérateurs, qualifiés et non qualifiés. Pour nous, le curseur, il est assez simple. C'est 50 points sur l'ensemble des grilles de la maintenance, une égalité de traitement en termes de fourchette par rapport aux différents opérateurs. L'intégration des primes au salaire, ça reste une question pour nous très prégnante. On veut que ça soit intégré au salaire pleinement, pour qu'on puisse la toucher tous les mois, quelle que soit la situation de l'agent. Et puis derrière, nous, on s'interdit pas effectivement de continuer à venir expliquer à la direction que si c'est pas à la hauteur, on viendra lui rappeler les revendications à plusieurs. Et notamment, peut-être, pourquoi pas, lors de rassemblements dès le début de l'année. Et pour nous, c'est très simple. On a une revendication sur MRF et un slogan qui dit « pas de point, pas de train ». Voilà. C'est assez simple à comprendre. Et voilà. C'est simple, ça. Pas de point, pas de train. Ça marque les esprits, voilà. Et c'est simple à retenir. Merci Fabrice pour cet entretien. Je pense il plaira autant que les vidéos précédentes. Je tenais du coup à remercier les copains qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, merci à vous. Ça marche, merci à vous. Et à bientôt.